Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici, de nous retrouver, le faire maintenant, ici. C'est une façon pour nous aussi de mesurer tout ce à quoi nous tenons, tout ce que nous sommes bien décidés à défendre, ce à quoi nous ne souhaitons pas renoncer, c'est-à-dire finalement être ensemble, se rassembler pour échanger, pour créer collectivement, et ce contre une tentation toute politique et inévitablement par conséquent cynique de technocratie qui était déjà prête avant la pandémie, qui était celle de virtualiser nos échanges. Donc nous avons attendu, beaucoup attendu, ce séminaire. Nous l'avons reporté, reprogrammé. Je suis très sincèrement reconnaissant à nos intervenantes et intervenants d'aujourd'hui, de ceux de juin également, d'avoir patienté, de nous avoir fait confiance. Je rappelle que ce séminaire, Nouvelles recherches sur la peste noire, aurait dû se tenir au printemps 2020, qu'il a été reporté à plusieurs reprises, qu'il a été déplacé après le cours qu'il aurait dû préparer, que j'ai donc fait cours l'année dernière sur la peste noire, qu'il a été suivi d'une première séance au mois de juin sur la peste comme épreuve d'interdisciplinarité et comme mise en cause de la narrativité, et qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons décidé avec Étienne Hanang, que je remercie aussi pour son amitié, sa fidélité, sa persévérance, et puis pour tout, pour l'ensemble de son œuvre, pour le fait d'être là et d'organiser, de penser avec moi ces événements. Nous avons pensé que, puisque décidément rien ne s'était passé comme prévu, on pouvait, là encore, poursuivre ce travail de réaménagement. Et aussi, cette année, les séminaires, toujours organisés en disons, journée d'études, la première aujourd'hui, la deuxième le 13 décembre, qui n'aura pas lieu dans ce bel amphithéâtre Maurice Alvax, mais en salle 5, mais qui est également un amphithéâtre et qui est celui de notre séminaire ordinairement, que donc cette année, le séminaire se déroulerait avant le cours qui lui-même s'appelle, de manière peut-être un peu trop optimiste, après la peste noire. Avant, après, ce sont bien des questions effectivement d'événementialité, de la capacité de la peste à faire événement, à cisailler le temps, à couper la périodisation, à dégager un monde d'avant, d'un monde d'après, le monde d'après la pandémie que nous sommes en train de traverser. On a commencé à en parler alors que l'événement était en cours, qu'il avait déjà à peine commencé. Et je me souviens de ce qu'a dit tout de suite dès le mois de mars 2020, mes amis philosophes, Mathieu Pot-Bonneville, quand j'entends parler du monde d'après, j'ai toujours envie de demander d'après qui. Ce qui veut dire que, évidemment, la question de l'autorité, la question de la narrativité, la question de qui racontera cette histoire, elle est cruciale pour nous. C'est ce qui nous a amenés, Étienne et moi, à réfléchir à la peste, à ouvrir ce dossier qui, évidemment, nous a fait découvrir bien d'autres choses. Mais je me souviens qu'au départ, la question, celle qui m'avait amené là, c'est la question de l'expérience et de la narrativité. Et bien sûr que ce que nous vivons actuellement est en train de remettre en cause de manière radicale et la notion d'expérience et la notion de narration. Voilà pourquoi, le 13 décembre, effectivement, nous allons poursuivre cette réflexion collective dans une journée d'études dont le programme n'est pas encore fixé parce que précisément elle aura lieu comme un atelier avec au fond toute l'incertitude, la fragilité peut-être, mais l'enthousiasme certainement que confère à notre démarche la notion de
d'histoire expérimentale, et nous tenterons l'expérience de réfléchir au fond sur ce qui fait événement dans la peste, et cela, ça vous sera indiqué donc dans quelques semaines, lorsque nous aurons mis au point le programme de cette journée. Celle d'aujourd'hui, en 2 parties, je vais la présenter sur les leçons de l'archéologie funéraire le matin, sur l'histoire microbiologique de l'épidémie l'après-midi, l'une évidemment appelant l'autre, et évidemment avec des ponts. Tout cela est en revanche beaucoup plus solidement campé, et c'est pour ça qu'on prendra tout le temps d'écouter nos intervenantes et nos intervenants que je vais présenter dans quelques instants, et parce que aussi leur communication était préparée de plus longue date. Pour introduire mon propos, et pour l'introduire, vous l'entendez, de manière libre et sans rhétorique excessive, je partirai volontiers d'un livre qui va paraître dans quelques jours, dont j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être l'éditeur aux éditions du Seuil, le livre sous la direction de Florian Mazel, « Nouvelle histoire du Moyen-Âge », un livre assez spectaculaire, assez somptueux, collectif là encore. Et dans ce livre, où il est question évidemment de la peste et de bien d'autres choses, il y a un article médiévalisme signé par notre collègue et amie Zrinka Stahuljak, qui avait été elle aussi professeure invitée au Collège de France, et qui commence son article, ça m'a frappé et j'avoue que je ne connaissais pas, par la mention d'un des jeux de stratégie qui, depuis 2012, a rassemblé plus de 100 millions de téléchargements. Alors évidemment, je l'ai téléchargé moi aussi, j'ai commencé à y jouer, qui s'appelle Plague Inc., où on joue à manipuler un agent infectieux. On ne peut décider si c'est une bactérie, ou vous connaissez, ou un virus, pour éradiquer l'humanité. On gagne des points d'ADN et on peut varier soit la mode de diffusion, soit la contagiosité, soit la létalité, et on a une carte du monde qui s'étend, s'étale, s'aggrave jusqu'au point qu'on atteint assez rarement, enfin moi j'ai jamais gagné, où l'humanité est éradiquée. Ce qui est évidemment intéressant, c'est que nous sommes le virus. Nous jouons le virus, nous essayons de trouver une stratégie qui est fait gagnante pour, mais est-ce que c'est cela que veut un agent infectieux? C'est très discutable, éradiquer l'humanité. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est le privilège de l'ignorant. C'est un jeu qui date de 2012, je ne le connaissais pas parce que je suis vieux, j'y joue aujourd'hui, et au moins il y a quelques erreurs que la situation actuelle nous permet d'éviter. Spontanément, j'ai assez vite compris qu'il n'était pas très opportun de faire commencer, contrairement à la Covid, une épidémie dans des pays développés. Parce que dans le jeu, c'est une course contre la montre, contre la recherche médicale qui est plus ou moins financée, et qui est financée d'autant plus rapidement, évidemment, que les pays développés sont touchés plus violemment. Donc il faut être pernicieux, il faut commencer dans un coin du monde, et il faut ne surtout pas inquiéter pendant un certain nombre d'années. Et à ce moment-là, on peut réussir à gagner. Ce qui est assez intéressant, puisque ça indique que, d'une certaine manière, dans la pandémie actuelle, ce qui est en cause, c'est l'inversion du rapport nord-sud, ordinairement structurel de l'histoire des épidémies. En revanche, il y a quelque chose évidemment de fondamental qui permet de comprendre pourquoi finalement
on gagne assez peu souvent à ce jeu, c'est que la règle est perverse. Nous savons très bien qu'un virus n'a aucun intérêt à éradiquer l'humanité, ce qui la formule gagnante pour lui, au contraire, c'est plutôt la grippe, c'est-à-dire c'est de devenir très contagieux et peu létal, de muter régulièrement et ainsi de s'installer durablement sur, non pas, là encore, quel incroyable narcissisme anthropocentré sur l'humanité, mais au fond dans le monde vivant. Là encore, c'est intéressant. Il faut se souvenir que Mirko Gromek a très tôt, dès les années 60, remarqué qu'une des spécificités de la peste, c'est qu'elle était très mal adaptée au monde humain, que les humains n'en étaient que les hôtes secondaires, subreptices, et que d'une certaine manière, s'ils payaient cher l'infection, c'est parce qu'elle était mal adaptée à eux. Donc prendre la place du virus, je veux dire son point de vue, c'est évidemment le prendre jusqu'au bout. Ce qui est assez intéressant, c'est que pendant la Covid, et j'arrête sur ce jeu, d'abord les Chinois l'ont interdit parce qu'ils trouvaient que c'était pas si drôle que ça, au fond, de faire jouer les gens sur leur iPhone à faire muter un virus qui allait détruire l'humanité, donc ça a été interdit. Et comme évidemment la jouabilité, comme disent les gamers, était fondée sur la catastrophe. La catastrophe avançant, du coup, elle devenait peut-être un peu indécente, et une nouvelle fonctionnalité du jeu a été à la hâte organisée, où il s'agissait de sauver l'humanité. Et donc, vous pouvez très bien décider de jouer contre le virus, ce qui n'a pas été le cas jusqu'en 2012. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que d'une certaine manière, jouer à ce jeu ces derniers jours m'a permis de rassembler tous les savoirs qu'on a réunis lors du précédent séminaire et aussi peut-être dans le cours que j'ai tenté d'articuler l'année dernière. Lors de la dernière séance du séminaire, au fond, nous avons tenté de donner à voir, à comprendre ce que pouvait être une histoire globale du discontinu. Le discontinu est évidemment ce qui domine dans cette histoire de la peste, qui ne s'étale pas du tout sur une carte à plat comme Plague Inc. le croit devoir l'imaginer ou le figurer. Les études épidémiologiques montrent que la diffusion de la peste, de Yersinia pestis, n'est pas du tout homogène, mais est, au fond, dessine un archipel, un monde en archipel, où la diffusion se fait par réplication au loin de micro-événements, et avec à la fois des sauts d'espèces, à la fois des accélérations, des ralentissements, des espèces qui sont des espèces hôtes, réservoirs, et que tout ça crée au fond une discontinuité qui évidemment n'empêche pas de voir les choses globalement, parce qu'il faudra bien évidemment décoloniser notre orientalisme épidémiologique, considérer que le geste de Yersin, c'est-à-dire d'aller au loin pour voir notre passé, est à interroger et à critiquer, et que les mondes de la peste sont très certainement, c'est ce qu'on avait vu la fois dernière, plus amples, avec la question de la Chine, l'Inde, la question de l'Afrique, plus ample, plus large, qu'on le pense dans une vision eurocentrée, ne serait-ce qu'en adoptant le point de vue de l'Empire ottoman, mais ce qui ne veut pas dire plus ample, plus élargi, ça ne veut pas dire plus homogène, c'est presque l'inverse, c'est cette question de la discontinuité, et cette question de la discontinuité, elle était d'une certaine manière aussi en jeu dans la première matinée où il s'agissait de rappeler ce que pouvait être une connaissance indiciaire par trace
où, là encore, du point de vue archivistique, du point de vue iconographique, du point de vue même de l'histoire des savoirs médicaux, nous avons compris comment ce qui dominait, c'était cette figure, au fond, discontinue d'une connaissance hétérogène qui n'avançait indirectement que par indice. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que voilà, on est, c'est là où on en est arrivé, et c'est avec ça en tête que j'ai abordé, j'allais dire en amateur, mais en essayant voilà, de lire ce que je pouvais pendant l'année dernière, sur le cours sur la peste noire, eh bien, voilà, la littérature archéologique, bien sûr, mais aussi médicale, épidémiologique, pour faire une histoire élargie, naturelle, si on peut le dire, de Yersinia pestis. On retrouvait évidemment la question de la discontinuité et des discontinuités archéologiques qui vont nous intéresser sans doute ce matin, puisque si on accepte, en tout cas pour la période médiévale, le cas tout à fait symptomatique de londonien, du cimetière de Eastfield, eh bien, en règle générale, on a des textes sur des situations qu'on ne peut pas fouiller, et là où on peut pas fouiller, là où on peut fouiller, comme voilà, les premiers l'identification de l'arbre phylogénétique, en tout cas des premières empreintes génétiques des Yersinia pestis dans les villages de Bavière en 2017, c'est des endroits qui ne sont pas documentés. Donc on est dans la configuration, qui est la configuration normale en histoire, où les savoirs ne sont pas alignés et où, effectivement, on ne peut pas recouper, comme on le voudrait, les archives du sol et les archives textuelles. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que en lisant la littérature médicale, c'est ce que, d'une certaine manière, on va continuer à faire, mais avec des experts cet après-midi, eh bien, on peut, d'une certaine manière, se convaincre que les rapports entre, et ça, Étienne le sait pour l'avoir écrit depuis bien longtemps, entre les sciences de la nature et les sciences du passé doivent être aujourd'hui profondément repensés. Et c'est cela, au fond, qui est derrière toute notre réflexion. En suivant Alexandre Yersin, en lisant son article de 1894 sur la découverte du bacille de la peste, en le lisant avec Bruno Latour, qui nous indique combien il y a un style pasteurien qui traverse les disciplines, qui, d'une certaine manière, les tranche pour, au fond, faire avec de l'hygiénisme, avec de la médecine sociale, avec de l'épidémiologie, avec de la biologie, un savoir qui, d'une certaine manière, déconnecte et décloisonne l'ensemble des disciplines. C'est quelque chose qui est tout à fait fascinant et encore d'une certaine manière actif aujourd'hui. En ce sens, il y a un style pasteurien, comme Latour l'indique. Nous pouvons encore être pasteuriens parce que nous pouvons encore, c'est ce que nous faisons, trancher les disciplines, les traverser de manière, je dirais, à la fois, qui ne paraîtra désinvolte qu'à ceux qui ne comprennent pas ce qu'est un style. C'est-à-dire, au sens propre, une manière de défiler, au sens nietzschéen, le savoir. Bon. Et en même temps, nous ne pouvons plus être pasteuriens parce que, précisément, ce qui est en jeu, c'est de sortir de la tenaille entre le constructivisme du social et la naturalité des données. Voilà.
et que ce qui est en jeu dans ce dialogue que nous allons aujourd'hui initier qui commence par l'archéologie funéraire, qui évidemment se poursuit sur ce que la génétique fait de ces vestiges archéologiques, avec Étienne Patin, qui va ensuite se poursuivre sur l'effet retour de ces découvertes sur la microbiologie cet après-midi. Voilà au fond, sinon le programme, du moins l'intention. Et sans plus tarder, si vous le voulez bien, parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre et à comprendre, j'ai le grand plaisir d'appeler à cette table, ou au pupitre si elle le souhaite, notre collègue Dominique Castex, qui depuis bien longtemps, avec savoir et opiniâtreté, a ouvert ce grand dossier des rapports entre l'archéologie funéraire et l'identification de la peste noire et l'identification du bacille. Et c'est à cet premier panorama qu'elle nous convie. Dominique, je vous remercie beaucoup et je vous laisse la parole. Et si ça ne vous embête pas, pour profiter pleinement de ce que vous allez montrer, Étienne et moi, on va se mettre au premier rang.